ce cadeau que vous offrez, hein, ici, tu as employé ce terme au début pour l'intervention, de l'introduction de ce colloque, et c'est un véritable cadeau de pouvoir prendre la connaissance donc, de Marco Polo, de son mythe, à travers les temps et à travers aussi les disciplines. Hein. C'est un colloque très interdisciplinaire. Donc nous avançons dans le temps et il sera question dans cette session consacrée à Marco Polo et aux routes de la soie, eh bien, il sera aussi question du XXIe siècle, du XIXe siècle et aussi du XXIe siècle. Et comme on l'a vu, eh bien, chaque époque le réinvente, y compris au XXIe siècle. Ce mythe de Marco Polo est très présent, il est exploité, on l'a bien vu, hein, dans les imaginaires et aussi dans la vie réelle. Ces imaginaires ont un caractère, une fonction performative. Et on va le voir dans cette session, cet imaginaire a une portée à la fois à des fins commerciales par des collectionneurs, en lesquels on entendra donc la première intervenante nous en dire plus, et aussi à des fins commerciales et bien par des entrepreneurs chinois, il en sera question, et aussi à des fins d'influence politiques, diplomatiques, des enjeux politiques donc à propos de la route de la soie. Il sera question de soft power durant la séance. Alors pour l'heure, nous écoutons donc Lucie Chaubard, qui est historienne de l'art, enseignante à Aix-Marseille Université, affiliée au laboratoire TELEM. Donc vous nous proposez une communication intitulée Autour d'un brûle pour parfum dit de Marco Polo de la collection Grandidier, mise en récit des objets et circulation dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et donc à ce sujet, eh bien, vous allez publier bientôt votre thèse sur ce beau thème. Alors moi j'ai sélectionné une méthode arbitraire, n'hésitez pas à prolonger la liste, 3 publications, alors toutes récentes en 2023, donc dans un livre, vous avez écrit un chapitre d'ouvrage qui s'intitule Des porcelaines de Chine d'Edmond de Goncourt dans la collection Grandidier, dans un ouvrage qui s'intitule À portée d'Asie, collectionneurs, collecteurs et marchands d'art asiatique en France, 1750-1930. En 2022, je cite un chapitre d'ouvrage tiré du livre L'Europe des musées au XIXe siècle, instruire, collecter et exposer. Donc là, vous produisez un chapitre sur l'union centrale des arts décoratifs et ses collections chinoises entre inspiration technique et valorisation esthétique. Et je citerai un dernier article paru dans la revue Histoire de l'Art en 2018, Connaître pour apprécier, point d'interrogation, la porcelaine chinoise religieuse, la porcelaine chinoise religieuse à Paris au XIXe siècle. Voilà, n'hésitez pas à compléter ces quelques précisions. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, bonjour à toutes et à tous. À mon tour de remercier les organisatrices de la journée de m'avoir proposé de participer à cet événement pluridisciplinaire. Donc, comme dit précédemment, je suis historienne de l'art et j'enseigne au département d'histoire de l'art d'Aix-Marseille Université. Et je fais partie du laboratoire TELEM. Et en fait, je suis spécialisée en histoire de l'art européen de la fin du 19e et du début du 20e siècle, et plus précisément sur l'interaction entre la création dans les arts décoratifs et les collections. J'ai réalisé ma thèse il y a quelques années sur l'histoire d'une collection de porcelaine de Chine, donc la collection Grandidier dont il va être question cet après-midi. Et cette collection, elle a été donnée au musée du Louvre en 1894 pour servir d'inspiration pour les artistes industriels français. Et c'est en fait à cette occasion que j'ai croisé la figure emblématique, symbolique de Marco Polo. Donc en effet, le collectionneur Ernest Grandidier est un Parisien fortuné. Il est auditeur au Conseil d'État
né en 1833 et meurt en 1912, et il va réunir à Paris une collection de porcelaine de Chine. Donc c'est cette collection Grandidier que peut-être certains d'entre vous ont vue, elle est présentée au Musée national des arts asiatiques Guimet, au 2e étage, enfin c'est une partie seulement qui est présentée. Le collectionneur a réuni son ensemble à Paris entre la fin des années 1860 et sa mort en 1912, donc dans cette période, suivant les violents épisodes de la Seconde Guerre de l'opium, dont la France a été partie prenante avec les épisodes très violents du sac du Palais d'été. Ernest Grandidier a tenu un inventaire méticuleux des pièces de sa collection, d'autant plus méticuleux qu'il y a près de 8000 pièces, donc 8000 céramiques qui sont réunies chez lui. Je vous donne un aperçu de cette collection, il a fallu choisir. Donc à droite, c'est une photographie ancienne de 1909, qui est un des rares fragments, une des rares sources visuelles de la présentation des porcelaines quand elles étaient au musée du Louvre. Parce que c'est une donation au musée du Louvre en 1894, donc il va répartir ces porcelaines à l'entresol de la Grande Galerie dans des grandes vitrines. Et puis un peu plus de couleurs, sur la partie droite, vous avez quelques pièces emblématiques de la collection. Le vase à décor mille fleurs, de la période Tianlong, un vase avec anse en forme de dragon plus ancien de la dynastie Tang, 2 coupes chinoises qui en fait imitent les émaux limousin de l'époque Kangxi, et cette petite assiette à décor de canard. Donc on a des pièces assez variées, des vases, des statuettes, des assiettes, des bols, à la fois dans les usages, dans les formes et dans les décors. Et le collectionneur, il a abondamment commenté sa publication, sa collection dans une publication donc, qui s'intitule La céramique chinoise, qui va publier l'année de sa donation, donc qui publie son ouvrage un tout petit peu de temps avant que l'acte de donation soit signé. Donc vous avez la première page à l'écran, et en fait ce sont les 2 volumes qui sont issus des collections de la bibliothèque et qu'on trouve juste ici. On pourra peut-être les regarder à l'issue de la présentation. Dans cet ouvrage, Ernest Grandidier raconte, entre autres, comment il a réussi à acquérir un brûle-parfum en porcelaine de Chine ramené par Marco Polo lors de son séjour en Extrême-Orient. Et c'est donc à cette pièce que je souhaite consacrer cette brève intervention. Alors, dans un premier temps, cette pièce, quelle est-elle ? C'est un brûle-parfum qui porte aujourd'hui le numéro d'inventaire G1526 et qui fait toujours partie des collections du musée Guimet, puisque c'est là que la collection Grandidier a été déplacée après la Seconde Guerre mondiale, donc du Louvre à Guimet. C'est un brûle-parfum en porcelaine monochrome blanche et il est en 3 parties. Vous avez le corps, donc c'est un corps qui est moulé en 2 parties et assemblé, un couvercle ajouré, et puis vous avez la 3e partie qui est le plateau sur lequel est posé l'ensemble. Donc vous avez 3 pièces, on le voit sur l'illustration, la photo qui vous montre les revers. Et la provenance, donc on la connaît, c'est le lieu de fabrication où a été faite la pièce, on la connaît par son matériau, puisqu'ici on est face à un exemple de porcelaine produite dans les fours de terroir, aux Fautiennes. Donc c'est ce qu'on appelle en français les blancs de Chine, donc ces ensembles de production monochrome dont une partie a été exportée abondamment pendant plusieurs siècles. Alors des pièces similaires, on en retrouve dans de nombreuses collections, et notamment des collections européennes. Donc déjà, il y en a une seconde dans la collection Grandidier, que je vous montre ici. Elle est du coup complète, parce que celle dite de Marco Polo, il manque une petite partie des boutons qui se trouvent sur le couvercle ajouré. Vous en avez également au Metropolitan Museum et au Victoria and Albert Museum. Des pièces similaires, vous voyez que parfois la forme a perdu son plateau, mais on les retrouve systématiquement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi 2 objets similaires dans une collection historique, une collection ancienne de l'époque moderne, qui fait référence pour le collectionnisme de la porcelaine de Chine, qui est la collection des lecteurs de Saxe, Auguste Lefort. Et Auguste Lefort, il avait 2 exemplaires, vous voyez vraiment de la même pièce, on est sur les mêmes tailles, mêmes matériaux, des états parfois un peu fragmentaires. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'inventaire de l'électeur de Saxe, ils écrivent au XVIIIe siècle que ce sont des récipients qui sont utilisés pour le beurre, pour mettre le beurre. Ce qui n'est bien sûr pas l'usage tel qu'il a pu être pensé pour cette pièce en Chine, puisqu'elle était, au vis-à-vis de sa forme, plutôt utilisée pour faire brûler de l'encens, et auquel cas elle était posée sur un meuble. Et donc les petits encens S
que vous avez sur tout le tour du corps ne sont absolument pas utilisés pour le suspendre. De toute façon, ça serait trop fragile. Et c'est ce qui a mis, notamment un de mes collègues, Jang Young-song, qui a publié sur les blanchis très récemment une petite monographie, ce qui amène à penser que cette forme elle serait inspirée de brûle-parfums indiens, ce qui permettrait de dater ce type de pièce au moins de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle, mais pas avant. Donc ici, on a un objet peu remarquable en soi, il y a plusieurs exemplaires qui existent, il a un métamatériel qui est fragmentaire, il y a aussi des petits éclats sur la couvercle, on voit notamment au niveau du pourtour du couvercle. La qualité est assez moindre, ce n'est pas une pièce unique, et on a plutôt une forme destinée à l'exportation. Pourtant, Ernest Grandidier, le collectionneur, il va le mentionner à plusieurs reprises dans son ouvrage de 1894, et c'est là qu'il en fait une pièce remarquable de sa collection. Alors, qu'en est-il de l'itinéraire de cet objet ? Tout d'abord, moi j'ai procédé pour remonter la piste, la question de l'itinéraire de cet objet. Comment est-ce qu'il a été acquis par le collectionneur ? Donc, on trouve dans les archives qu'il a été acquis avant 1894. En fait, le collectionneur il a des petits carnets dans lesquels il note très précisément pendant des années et des années toutes ses acquisitions. Et il désigne ce brûle-parfum comme le brûle-parfum Vente d'Avilliers. Et il l'aurait acquis auprès d'un certain ou d'une certaine Fréchel pour 100 francs. Donc, à partir de là, je suis allée voir dans la Vente d'Avilliers. On a une vente donc, de cette collection d'Avilliers en mai 1887 avec la description d'une des porcelaines, le lot 488, qui correspondrait tout à fait à notre objet. Un brûle-parfum octogone à 4 petites anses en S et 8 pieds en console, couvercle légèrement bombé et ajouré, portant à chaque angle une petite boule fleuronnée. Sur chaque face, des corps d'ornement en relief divisés en 3 zones superposées, plateau de même forme à 8 pieds ornementisés et portant sur le bord 8 petites boules semblables à celles du couvercle, blanc de Chine, hauteur totale 125 mm, jusqu'ici on est bon, diamètre du plateau 155 mm. Malheureusement, le procès-verbal de la vente, de cette vente aux enchères, n'est pas localisé, donc on ne peut pas y accéder et on ne peut pas savoir exactement qui s'est porté acquéreur de la pièce à l'occasion de cette vente d'Avilliers. Et du coup, on se retrouve face à un hiatus entre cette vente de 87 et l'acquisition par Grandidier avant 1894, puisque Fréchel, à ce jour, n'est pas identifié. Est-ce que c'est une marchande ou un marchand ? Est-ce que c'est aussi peut-être un intermédiaire ? Donc le collectionneur, on le sait, il avait l'habitude d'envoyer des gens en salle de vente à sa place pour pouvoir participer aux enchères. Et on sait que la pièce entre dans la collection avant 1894 parce que sa description est dans l'acte de donation. La vente d'Avilliers, c'est la vente de la collection du baron d'Avilliers, qui est un collectionneur français actif dans les années 1860-1880. Il y a eu une thèse récente consacrée en partie à cette collection de Élodie Ballot. Et il va réunir des collections d'art décoratif, notamment espagnol. Ce qui est intéressant, c'est que d'Avilliers, non seulement il collectionne les objets, mais il va écrire sur les objets et participer à cette écriture de l'histoire des arts décoratifs dans la seconde moitié du XIXe siècle. Donc on se retrouve avec cet itinéraire. Donc on aurait la création de la pièce Aufutienne dans les fours des Desrois, XVIIe ou XVIIIe siècle. On sait qu'en 1894, elle est donnée au Louvre. On sait qu'à partir de 1945, elle est au musée Guimet avec le reste de la collection. Elle sera visible à partir de 1950. Et on sait qu'elle passe en vente en 1887. Mais il nous manque encore un des jalons sur cet itinéraire. Alors dans son ouvrage de 1994, Grandidier mentionne par 2 fois cette petite pièce qu'il date alors des dernières années de la dynastie Song, ou alors des premières années de celle des Yuan. Il détaille, donc il écrit « Un team blanc de ma collection provient du trésor de Saint-Marc de Venise. Il faisait partie des pièces de porcelaine recueillies en Chine par le célèbre Marco Polo, qui visita la cour de Kubilai Khan vers la fin du XIIIe siècle. » Et d'ailleurs, on le verra après, il va assortir son ouvrage d'un ensemble de planches qui reproduisent les pièces de sa collection, et on reconnaît bien notre team. Et on est sûr que ce n'est pas le deuxième, en fait, en comparant finalement la photo et l'objet. Grandidier, il ajoute plus loin dans son ouvrage que cette pièce serait originaire du Futian, donc là, ça va, et que le baron d'Avilliers l'aurait reçue en cadeau de l'archiprêtre en charge du trésor de la basilique Saint-Marc de Venise.
Cette mention n'est aucunement précisée dans le catalogue de vente que je vous ai montré juste avant. Il n'y a pas de mention de provenance. La pièce est évoquée dans une note de bas de page de l'ouvrage de Davilliers. J'avais précisé que Davilliers il a écrit sur les objets d'art de manière générale et sur leur histoire. Et en 1982, il a publié les origines de la porcelaine en Europe. Et dans une petite note de bas de page, page 24, il précise « Nous avons remarqué dans le trésor de Saint-Marc de Venise un petit vase de porcelaine de Chine blanche orné de reliefs et de plusieurs petites anses qui aurait, suivant une tradition ancienne, été offert il y a plusieurs siècles par un souverain d'Orient. » Donc ça nous donne des éléments, mais maintenant on ne sait pas avec certitude comment cette information erronée est parvenue jusqu'à Grandidier, puisque d'après Davilliers lui-même, pas de lien direct avec Marco Polo, ça serait passé par un souverain d'Orient, en tout cas pas de mention explicite du célèbre Vénitien. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que Grandidier, il croit vraiment en cette provenance? Il a mal compris. Il a tout de suite associé Saint-Marc de Venise, le trésor, avec Marco Polo. Est-ce que Davilliers lui a donné une mauvaise information? C'est possible. Est-ce qu'un marchand lui a transmis une mauvaise information? Parce qu'on l'a vu, il y a des intermédiaires entre la vente et Grandidier, donc il est possible qu'il y ait un nouveau récit qui soit construit à ce moment-là. Donc ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Néanmoins, ça nous amène à notre troisième étape, la question des enjeux de valeur. Alors, tout d'abord, la question des céramiques de Marco Polo. Vous le savez beaucoup mieux que moi, donc Marco Polo, un premier Européen à avoir voyagé en Chine et à en être revenu. Ses descriptions, elles ont été beaucoup étudiées par les philologues, par les sociétés savantes du 19e et tout champ disciplinaire qui se sont penchés sur le récit du devisement du monde. Et moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est ce qu'en a dit l'archéologie. L'archéologie, elle s'est saisie de ce récit. Elle a cherché, là aussi, des preuves, est-ce que ce qui était raconté est vrai, etc., malgré des éléments matériels très restreints. Il n'y a pas très peu de culture matérielle qui peut être rapprochée avec certitude de Marco Polo. Il y a une étude récente de deux spécialistes de céramique, Lin et Jeanne, des universités de Pékin et Durham, qui a montré qu'un vase en porcelaine chinoise faisant toujours partie de la collection du trésor de Saint-Marc de Venise datait de l'époque de Marco Polo et pourrait, c'est très hypothétique, être lié à son séjour en Chine. Donc ces études, elles sont entreprises dans le cadre du réexamen de la circulation des porcelaines chinoises au cours du temps et à une échelle globale, rappelant au passage que les échanges entre la Chine et l'Asie du Sud-Est, je vais repréciser après pourquoi, en ce qui concerne les céramiques, ce sont des échanges qui ont une grande vitalité, et ce, dès l'époque médiévale. Donc cette pièce, c'est une porcelaine de type Qingbai, et en fait, elle portait, c'est encore le cas aujourd'hui, le nom de vase Marco Polo. En tout cas, c'est comme ça que les auteurs le désignent dans leur étude récente. Et on peut rapprocher ce vase Marco Polo d'un autre type de pièce que les spécialistes de céramique appellent les pièces Marco Polo, qui sont des céramiques avec la même couverte, Qingbai. Et ces pièces-là, on les trouve en Asie du Sud-Est. Donc elles sont trouvées à l'occasion de fouilles, donc terrestres ou d'épaves, et elles ont cette même couverte. Entreprendre une nouvelle étude de cette pièce, elle est essentielle au regard également des autres pièces du même type et de leur circulation, de manière à dater précisément ce vase dit Marco Polo, cette fois-ci, du trésor de la basilique Saint-Marc de Venise. Deux éléments, d'après les conclusions de ces deux chercheurs, associent cette pièce, ce vase, à Marco Polo. Tout d'abord, Marco Polo, il a pu voir les fours de Deroy, au Foutiennes, et il en témoigne. Il est également entendu que le vase Marco Polo du trésor de Venise, il date de la fin du XIIIe siècle et du début du XIVe siècle. Donc la même période potentielle, mais il n'y a aucune certitude supplémentaire sur sa provenance, si ce n'est cette tradition orale qui dit ce vase de Marco Polo. Et puis les auteurs de cet article, ils rappellent que si cette pièce Qingbai a été rapportée à Venise par Marco Polo, c'est pas forcément rapporté directement de fours de Deroy qu'il aurait pu voir, il aurait aussi pu les acheter lors de son voyage retour, s'il a pris la voie maritime, puisqu'en fait, on retrouve ces pièces Marco Polo que j'évoquais auparavant, donc avec cette couverte Qingbai de la période fin 13e, début 14e, tout le long de la voie maritime qui va passer notamment par Malacca, Mabar et Ormuz. Donc on pourrait très rapidement avancer le fait que cette pièce de la collection Grandidier, le brûle-parfum, n'a pas pu être acquise en Chine par Marco Polo et rapportée à Venise
tout simplement parce qu'elle est plus tardive. Mais cette datation, Grandidier il ne la connaît pas. Il n'est pas en capacité de la voir. Pendant la seconde moitié du XIXe siècle, c'est vraiment le moment où s'écrit l'histoire de la porcelaine et de la céramique en France de manière générale, et où s'écrit l'histoire française de la porcelaine de Chine. Donc, dans la pensée impérialiste du temps, les collectionneurs français se jugent les seuls à même de pouvoir le faire. Et d'ailleurs, Grandidier, dans son livre, il ne veut pas utiliser les sources chinoises, il est vraiment méprisant avec ses sources, et il estime que sa collection, qu'il a réunie sur le marché de l'art parisien, elle réunit à elle seule les preuves suffisantes pour écrire l'histoire de la porcelaine de Chine. Alors, qu'en est-il de la perception de cette pièce par Grandidier? Donc, je vous l'ai dit, pour Grandidier, cette pièce, elle date de la fin de la dynastie Song ou du début de la dynastie Yuan. Et les productions céramiques des dynasties Song et Yuan, à l'époque de Grandidier, elles sont mal connues en France et en Europe. Dans son ouvrage, il ne développe que très peu les caractéristiques qui lui permettent d'en déterminer la datation. Il ne nous donne pas d'éléments stylistiques, il ne fait pas de rapprochement avec d'autres pièces. En fait, il va même faire l'inverse. Il va utiliser le pédigré de la pièce, dire « Monsieur Brûle Parfum vient de Marco Polo, donc il est fin 13e, début 14e ». Et pour lui, c'est un argument pour montrer que les blancs de Chine sont produits au Fujian dès l'époque des Song. Donc il renverse complètement l'argumentaire. Le collectionneur est absolument convaincu de la provenance de sa pièce et ses propos rappellent l'importance que revêt à ses yeux ce pédigré. En plus, il n'apprécie pas spécialement les pièces de la dynastie Song. Ainsi, il va créer une provenance prestigieuse pour sa pièce. Il y a une chercheuse britannique qui travaille aussi sur les collections de porcelaine chinoise au 19e, pour la situation britannique, Stacey Pearson, qui a récemment consacré un article à une autre céramique chinoise du British Museum qui était appelée la théière du Dr Johnson, à peu près des éléments similaires, et elle parle de provenance branding. Donc comment il y a cette création d'une marque, d'une provenance prestigieuse qui va impacter la réception et la perception des objets. Et donc elle s'inscrit en cela à la suite des études qui sont consacrées au système art-valeur et tous les systèmes liés à la biographie des objets. Alors la filiation entre Marco Polo et le collectionneur, elle touche à cette question du patrimoine, de l'héritage, puisque le collectionneur n'a de cesse de rappeler que sa pratique de la collection s'inscrit dans une longue lignée de collectionneurs. Donc c'est une vision très européano-centrée, et en même temps, ça justifie son appropriation. D'ailleurs, cette pièce, dite de Marco Polo, ce brûle-parfum, elle a aux yeux du collectionneur une double filiation prestigieuse, à la fois Marco Polo, mais aussi la collection d'Avilliers par laquelle elle est passée. Ça peut l'intéresser. Donc tout d'abord, ce sont des filiations masculines, ce qui permet, entre autres, aux collectionneurs de revendiquer la collection comme une pratique sérieuse, et pas comme une pratique oisive, comme cela se construit dans la seconde moitié du XIXe siècle. D'autant plus sérieuse que ça peut permettre de s'opposer à la bizarrerie, entre guillemets, dont tentent de s'éloigner les collectionneurs de porcelaine chinoise. Donc à une époque où ce terme de chinoiserie est connoté de manière extrêmement péjorative et où la situation impérialiste française va juger de manière inférieure la Chine et sa culture matérielle qui vont subir les prétentions des puissances européennes. Ça s'oppose également au japonisme. Les collectionneurs de porcelaine chinoise se justifient fréquemment dans leurs écrits, notamment en vantant la supériorité des pièces chinoises par rapport aux pièces japonaises. Et ici, Marco Polo, peut justifier l'intérêt du collectionneur comme une sorte de figure tutélaire auquel il se rattacherait. L'intérêt, c'est aussi la qualité des pièces, puisqu'une pièce rapportée par Marco Polo ne peut pas être un faux, à une époque où le faux hante le marché. Vous me direz, c'est encore le cas aujourd'hui, mais à cette époque, il y a peu d'outils scientifiques qui permettent de dater, de lire les inscriptions, etc. Même si ça pouvait se faire, ce n'était pas fréquent. De même, la réputation de d'Avilliers, le baron d'Avilliers, il est vu vraiment comme un collectionneur de premier ordre qui est capable d'avoir des objets d'excellente qualité, et ça va permettre d'asseoir cette idée d'une pièce de qualité. Donc on a une puissante évocation de Marco Polo, avec un poids du récit et du discours qui vont accompagner cet objet. On se trouve ici face à un marché de l'art qui va être gouverné par des valeurs subjectives. Finalement, après la mort du collectionneur, et dès 1932, le collectionneur britannique Oscar Raphael va réfuter l'hypothèse de Grandidier sur la datation Song de ce brûle-parfum, en le datant justement donc, du XVIIe, XVIIIe, et donc assez tôt finalement après cet ouvrage de 1894. Donc en conclusion,
Cette porcelaine, elle s'avère beaucoup plus tardive que l'époque de Marco Polo, mais elle permet à son propriétaire de l'époque, qui n'en connaît pas la date de création, de créer un pédigré prestigieux pour son objet, de le distinguer et de créer de la valeur. Le parcours de cet objet et les imaginaires qu'il véhicule doivent être retracés et analysés. J'aimerais également avancer le fait que les propos des collectionneurs du 19e au sujet des provenances des pièces ne peuvent pas être vus comme des preuves. On le voit ici, Grandidier, il est convaincu que sa pièce est Marco Polo et il le défend coûte que coûte dans son ouvrage. La question du pédigré, donc ça va toucher à plusieurs aspects de la valeur des œuvres, d'une valeur financière, que finalement on a peu évoquée, à une pratique collectionneuse comme un héritage. Ici, on a évoqué Marco Polo et Davilliers, mais il y a d'autres figures qui sont souvent invoquées par Grandidier et les collectionneurs du 19e, notamment les collectionneurs français du 18e. Et donc vont cohabiter des tensions nationalistes autour de la perception de ce 18e siècle français, des tensions d'appropriation et d'asymétrie, etc. Et donc en l'état, on ne saurait être catégorique, mais on a des pistes pour mieux penser ces collections de porcelaine chinoise au 19e siècle. Pour finir, cette question de la patrimonialisation des œuvres, elle pose la question de à qui est-ce qu'elles appartiennent et qui s'en estime être le dépositaire. Et Grandidier, en disant que ça vient de Marco Polo, en fait, lui, il s'inscrit dans sa lignée à lui. Et il semble, en tant qu'homme européen, enthousiaste de porcelaine chinoise, s'estimer le digne dépositaire de ce brûle-parfum. Donc cette présentation très rapide aborde quelques éléments matériels, donc l'étude de l'œuvre, et dessine des premiers axes quant à l'écriture du discours sur les objets de cette collection. J'espère qu'à l'avenir, il y aura d'autres études de cas. Bon, ce n'est pas la première, mais j'espère qu'il y en aura encore plus pour permettre de continuer à étoffer la lecture de ces rapports symboliques créés par les collectionneurs de la seconde moitié du 19e siècle par l'entremise de leurs objets. Et hier, il y a des brûle-parfums dits de Marco Polo qui sont passés en vente chez Christie's. Vous voyez une paire de terroirs moulés Marco Polo. Donc ce terme, il reste encore aujourd'hui et vraisemblablement, il provient donc de cet ouvrage de Grandidier. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Nous allons passer aux questions dans la salle. En tout cas, ça interroge, je trouve, sur les points autour